Chers amis, bonsoir. Nous sommes contents de vous souhaiter la bienvenue à notre émission Zoom à Chichi, numéro 4. Et je remercie en particulier ceux qui nous rejoignent par le Zoom. C'est une émission que nous avons voulu avec le rabbin Sami Netter et les membres du comité de la Synagogue de la Paix, d'une part comme un point de rencontre communautaire convivial, où on peut parler tranquillement en dehors des offices et des prières, et d'autre part, un site informatif enrichissant sur les plans culturels et également gastronomiques, vous verrez bien. Cette émission est enrichie par la possibilité d'échange par le chat à la fin des 3 séquences, possibilité d'échanger avec l'orateur. Enfin, je terminerai en disant que cette émission est disponible sur YouTube en tapant simplement CIBER Zoom Hachichi. Et d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à nous rejoindre régulièrement sur ce site qui permet de regarder tranquillement, quand on a peut-être un peu plus de temps, ces présentations. Je vais maintenant présenter le programme. Pour ce soir, nous avons nos 3 séquences habituelles. La première qui s'intitule Nos héros. Et ce soir, ce sont les Juifs américains qui sont sur la sellette, qui sont à l'honneur. J'ai intitulé Entre Woke et Trump et on a demandé au professeur Harry Afilalo de bien vouloir nous en parler. Deuxième séquence, c'est intitulé Ce soir on sort, et j'ai dit ce soir on sort d'Égypte, parce que le docteur Eli Bodbol va nous entretenir pour la Haggadah, Shana Abba Yerushalayim l'an prochain à Jérusalem et en terre d'Israël, enfin libre. Et quel sens peut-on donner à cette terre promise? C'est ce qu'il va nous présenter. Troisième séquence, intitulée À table, c'est une vidéo qui a été enregistrée par Sami Netter, que je remercie, et mise en forme par Anne-Sophie Stockbauer, pour qu'on puisse facilement comprendre la réalisation d'une recette de cuisine traditionnelle, ici le saumon à peine cuit, et qui est présenté par Claudine Agege. Donc nous allons maintenant présenter la première séquence. Je vous remercie de fermer vos micros dans chacun de vos appareils. Alors, la première séquence concerne les Juifs américains et on a souhaité présenter la situation du judaïsme américain, savoir qu'il est différent dans sa structure du judaïsme européen, parce qu'il y a une composante réformée, conservative qu'on n'a pas trop chez nous, orthodoxe, moderne orthodoxe qu'on n'a pas du tout chez nous. Et il s'agit de la plus grande diaspora juive du monde et qui a fait jusqu'à 3,5% de la population américaine. Il semble que ce soit un peu moins maintenant. Et qui est également la victime ou le siège d'actes antisémites qui ont bondi également aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, significativement sur les 10 dernières années. Comme autre caractéristique, c'est les Juifs américains caractérisés par une petite communauté sfarade qui a toujours été assez réduite en nombre, de structure et d'origine différentes de ce que nous connaissons chez nous. Et j'ai demandé au professeur Afilalo de bien vouloir nous étudier et présenter l'évolution de la société américaine en ce qui concerne le fait juif sur les 10 dernières années, parce que la société a beaucoup changé. Il y a le développement des théories intersectionnelles, le mouvement de l'éveil. Le mouvement de l'éveil, ce qu'on appelle le wokisme, il ne faut pas dire wokisme, parce que sinon on apparaît comme un facho redoutable. La cancel culture et puis les études de genre où le juif blanc pourrait apparaître comme parmi le plus mal considéré dans la nouvelle échelle sociale et des tendances qui sont des tendances longues anti-israël, anti-sionistes, anti-israël, anti-sionistes, parfois antisémites, au sein de la gauche démocrate, une partie de la gauche démocrate qui a apparu sur les dernières années, l'émergence d'une communauté musulmane américaine plus forte, et le ralliement à la cause palestinienne, disons simplement, du monde de la culture. On a vu les différentes manifestations à Hollywood, du monde des médias, et on a vu, par exemple, ce qui s'est passé dans les universités américaines au décours du 7 octobre ou dès le 8 octobre. Étudiants
et enseignants se coalisaient. On a une vidéo où on voit très nettement à Harvard Intifada coming to America, c'est-à-dire que l'intifada, on va la faire venir et tout le monde répète en chœur ceci, alors qu'en ce moment, on discute de savoir si on donne ou non 8 milliards de dollars de subventions fédérales à l'université de Harvard. Donc on voit un mouvement lourd de la société et qui a aussi, comme en Europe, ébranlé les fondements de la condition juive diasporique. Et l'élément nouveau qui est apparu, c'est la réélection de Donald Trump, de Trump 2, qui redonne un élan, un regain de solidité à la relation avec Israël. C'est indéniable. Et il suffit de voir ce qui se passe en ce moment pour les contrats universitaires, la résiliation des visas. Et enfin, cette modification sur le long terme du rapport des Juifs, globalement aux États-Unis, par rapport à Israël. Diminution de l'esprit sioniste. Et pour présenter tout ceci, ben, le professeur Ari Afilalo, il a cette caractéristique d'être universitaire, d'être professeur de droit. Il est professeur à Rutgers University, dans le New Jersey, et il s'intéresse en particulier aux lois du commerce international, et en particulier, je regardais, sur les barrières douanières. Et je pense que, mon cher Harry, qu'en ce moment, tu dois avoir beaucoup de travail En dans ta effet, en partie. effet. Et je me suis dit, tiens, c'est en plein, et dans les relations du commerce avec l'Union européenne. Alors, en dehors de ses compétences universitaires, Aria Filalo est président d'une communauté, animateur d'une communauté sfarade en plein développement dans le Upper West Side, et militant sioniste, et en plus un homme extrêmement cultivé sur le plan du judaïsme. En particulier, il développe les références du monde de la Kabbale dans le limoud que le rabbin Sadia Morali organise une fois par mois. Mon cher Harry, je te donne la parole. Merci, mon cher Alain, docteur Morali. Je suis très heureux de participer à cette émission. C'est un grand cavode et merci pour cette introduction. En fait, vraiment aujourd'hui, c'est une journée plutôt agitée aux États-Unis avec l'annonce de Donald Trump hier enfin, de l'augmentation des droits de douane. Et c'est une journée, disons, où la communauté juive, qui représente en fait les sentiments de la communauté juive. On se sent un petit peu bloqué entre le wokisme et un Donald Trump qui est très favorable vis-à-vis de l'État d'Israël, mais qui est aussi un homme assez volatile, comme on voit aujourd'hui, qui n'a pas vraiment de limite sur ses actions. Et on a peur d'avoir un allié qui n'est pas stable. Alors je vais partir 10 ans en arrière, comme vous m'avez demandé. En fait, la communauté américaine, elle se divise en, disons, quatre catégories générales. La première, c'est le juif réformiste. Et ça, c'est moins 80% de la communauté américaine. La plus grosse partie des juifs réformistes sont des juifs qui sont affiliés avec la gauche, avec le Parti démocrate, qui ont toujours valorisé les valeurs de la gauche dans ce qui est de l'intégration, de la justice sociale, des relations privilégiées avec la communauté noire et du socialisme, disons, économique. Les juifs réformistes pensent que la halakha n'existe plus, que chaque communauté, en fait, est libre de trouver sa voie dans le judaïsme et donc, le judaïsme disons, traditionnel, rituel, n'existe pas trop chez eux. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais choqué. Le premier, j'avais un petit travail dans une synagogue réformiste. Le rabbin n'avait pas de kippa. Il était sur le micro le Shabbat, et puis il n'avait pas du tout l'air d'un rabbin pour moi. Alors évidemment, hommes et femmes ensemble, le piano, le Shabbat, la musique, le Shabbat, les petits tambours pendant le Yom Kippour. Donc tout ça, c'est un tout qui s'éloigne du judaïsme halachique, mais enfin pour eux, tikkun olam, tzedek, c'est ce qui fait la force du judaïsme. Ensuite, il y a les conservateurs. C'est un mouvement qui est en voie de disparition. Ce sont des gens qui venaient dans les années 60, disons, du judaïsme halachique, mais qui voulaient être un petit peu réformistes sur les bords. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les hommes et les femmes s'assoient ensemble. Il y a une halakha, un psak halakha très connu en fin des années 40, pendant que les banlieues américaines commençaient à croître en disant qu'on a le droit de prendre la voiture le Shabbat pour bâtir une communauté, donc pour aller à la synagogue, pour aller manger chez les gens. Et petit à petit, c'est un judaïsme qui s'est, disons, la première génération était un petit peu encore orthodoxe.
On faisait la prière comme on le voit dans les synagogues orthodoxes. La deuxième génération, je dirais, a été, la troisième surtout, a été absorbée complètement par ce plus gros groupe qu'on peut dénommer le judaïsme libéral. Ensuite, il y a les modernes orthodoxes. Les modernes orthodoxes, c'est nous. C'est comme on connaît la religion en France. Halachique, les Bnei Akiva, sionistes. Et puis, il y a les chassidim, les charedim, comme on les connaît aussi en Israël. Alors, le wokisme, je vais parler un petit peu du wokisme. Moi, j'ai vu le wokisme naître dans les États-Unis, dans les universités américaines. C'était au départ, on n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Dans la fin des années 90, il y avait des idées, pour moi, pour beaucoup, qui étaient plutôt bizarres, qui ont commencé à fleurir. Par exemple, il y avait une idée qu'on peut choisir si on est un homme ou une femme, que le gender, comme on dit ici, l'identité d'une personne en tant qu'homme ou femme, n'est pas définie à la naissance, surtout pas définie par un être comme Dieu ou un être plus puissant. Non, c'est un choix. Il y a toute une gamme, hein, donc aujourd'hui, il y en a, je crois qu'il y en a 72, ou même un peu plus, où on peut choisir ce qu'on est. Et si on n'accepte pas ça, on est contre le progressisme américain. Alors comment ça se manifeste? Bon, vous voyez dans les emails que mes collègues m'envoient, c'est marqué he, she, they. C'est-à-dire qu'on est soit il, on est soit elle, ou on est il au pluriel. C'est-à-dire qu'on est neutre. On n'est ni homme ni femme. OK? Et on a commencé donc à insister aussi à enseigner aux enfants, à partir du CM1, qu'il y a un choix, qu'il y a donc des traitements qui doivent être pris en charge par les assurances sociales pour changer de sexe, pour passer de masculinité à féminité et vice-versa. Prendre des hormones, faire des opérations. Et alors ça, c'est une base du wokisme qui est très, très entranchée aux États-Unis. Deuxièmement, la politique de l'identité, je vais l'appeler. Les êtres humains sont jugés non par ce qu'ils font, mais par qui ils sont. Et puis il y a toute une hiérarchie qui commence par les plus opprimés, selon cette hiérarchie, et qui arrive jusqu'aux moins opprimés. Plus vous êtes considéré opprimé, et mieux vous vous portez. Alors, ça commence par les trans. Donc si vous êtes, et vraiment je veux dire ça comme on le dit ici, si vous êtes noir, que vous avez changé de sexe, que vous êtes aussi un petit peu latino, vous êtes en top de la hiérarchie. Après, si vous êtes musulman, vous êtes aussi en top de la hiérarchie. Si vous êtes femme noire, mais vous n'avez pas changé de sexe, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas, qui se trouve tout en bas, c'est nous, c'est les juifs. Alors, la question se pose, quels juifs? Comme toujours, l'antisémitisme ne fait pas de distinction entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes, les juifs. On a vu au départ du mouvement wokiste, donc des manifestations pour les droits des gays, des lesbiennes, des trans, etc., où les organismes juifs ont été mis à la porte. Donc si vous allez dans une manifestation avec les couleurs de mouvement lesbienne, avec une petite Magen David, dehors. Et donc, on arrive aujourd'hui, alors tout ça, ça a mijoté dans les 25 dernières années. 24 dernières années, je disais. Ça a commencé en l'an 2000. C'est là où on a commencé à voir dans les nouvelles, etc. Donc tout ça a mijoté. Et on sentait, par exemple, à l'université, on nous demandait de signer des choses comme quoi l'État d'Israël est un État colonialiste, raciste, ou des choses que tout blanc a bénéficié de l'exploitation des Blancs, des choses un petit peu délirantes comme ça. Mais on n'a jamais vu à quel point ça était passé dans la société jusqu'au 8 octobre. Alors, j'ai mis un film là dans le chat, un film qui s'appelle 8 octobre. Le 7 octobre, évidemment, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Le 8 octobre, il y a une explosion, mais incroyable, d'antisémitisme aux États-Unis, qui a commencé par les campus. Tout de suite, à Harvard commençant, il y a eu 34 ou 35 organisations d'étudiants qui a... On n'avait même pas encore mis les terroristes dehors d'Israël. On ne savait même pas encore qui était mort. Les corps étaient encore en train de brûler. Ces organisations ont dit, nous blâmons Israël pour tout ce qui est, pour tout ce qui se passe, ok, tous les morts, tout ce qui se passe, tous les conflits, c'est de la faute d'Israël. Et ça a continué comme un feu de forêt dans un temps sec dans toutes les universités. Columbia, les universités soi-disant d'élite, Cornell, Yale, Harvard évidemment, Rutgers, dans toutes ces universités, on a vu des explosions. Alors, est-ce qu'elles étaient spontanées ou pas, je ne sais pas.
d'antisémitisme, globalisons l'intifada. L'intifada, comme vous avez dit, docteur Morali, arrive aux États-Unis. Et ce n'était même plus une prétendre de distinguer entre l'antisionisme et l'antisémitisme, non. Les Juifs sont nos ennemis. Les Juifs représentent tout ce qui va de mal dans la société, le capitalisme, et les Juifs n'ont pas vraiment de place dans cette société. Ça a causé un choc profond dans la communauté juive américaine. Et alors, comme toujours, on est, comme disent les Américains, le canari dans la mine de charbon parce qu'on sent le gaz avant tout le monde. Ce mouvement intifadiste, je vais l'appeler, commence par les Juifs et ne s'arrête pas là. Les drapeaux américains, les statues, tout brûlé, il y a une volonté en fait de détruire une société parce qu'on n'aime pas sa liberté, parce qu'on n'aime pas à quel point elle est ouverte. Et donc ça se manifeste et ça se concentre dans cet islamisme qui n'est même pas vraiment mené par des musulmans et qui arrive aux États-Unis. Alors quand on est juif libéral, on a un gros problème. Quand on est orthodoxe, non, je vous explique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est défini pendant trois quarts de siècle par notre affiliation avec une gauche américaine humaniste, libérale, qui se concentre sur la justice sociale. Toutes ces synagogues qui font Yom HaAtzmaut avec Nakba Day, parce qu'on veut être pour la cause palestinienne. C'est très commun. Hein. Donc, toujours. Bon, moi, j'ai vu, là où je travaille, il y avait Nakba Day. J'étais choqué. Je pensais que c'était une erreur, qu'ils ne savaient pas comment dire Yom HaAtzmaut en hébreu. Non. Et alors, d'un seul coup, on se retrouve en face de gens qui vous disent, eh ben, vous êtes juif et donc vous ne participez pas, vous n'appartenez pas à ce mouvement social. Une grosse crise d'identité pour les juifs qui ne s'applique pas aux communautés halachiques. Dans les communautés halachiques, c'est très simple. Nous savons qui nous sommes, nous savons qui est l'ennemi, nous savons que la gauche américaine est très antisémite et qu'elle déguise ça comme un antisionisme et arrive Donald Trump. Alors, Donald Trump, c'est l'ennemi des juifs de gauche. 80% des juifs de gauche en 2012 ont voté contre Donald Trump. C'était l'horreur pour eux. Par contre, 8 ans après, ça a changé. Les votes dans le New Jersey, par exemple, ou à New York, Donald Trump a eu beaucoup plus, je veux dire, un tiers des juifs de gauche sont passés pour Donald Trump. Pourquoi? À cause de l'antisémitisme. Alors Donald Trump arrive, et c'est un petit peu un rêve, Donald Trump. Donald Trump part d'Israël comme il est plus sioniste qu'un Israélien. Il est très clair dans ses convictions morales. Il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas Nakba Day. Il y a d'un côté un peuple avec un petit pays qui se bat pour une démocratie, et de l'autre côté, il y a un islamisme terroriste qui terrorise le monde depuis un siècle. Donald Trump va à la télé, nous dit, vous savez, j'ai lu les pogroms de Hebron en 1929, il n'y avait pas d'État d'Israël, il n'y avait pas d'occupation, et où est le problème? Le problème n'est pas avec les Juifs. Il y a Donald Trump qui a une fille juive, qui est mariée avec un beau-fils juif, comme vous le savez, docteur Morali, évidemment. Il y a Donald Trump qui possède vraiment un discours de politique extérieure vis-à-vis du Moyen-Orient avec lequel nous pouvons tous nous associer. C'est contre l'islamisme, c'est contre le terrorisme, c'est très clair et c'est net. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour nous, juifs, on a quand même à traiter avec l'autre côté du Donald Trump. Donald Trump, c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On sait qu'on veut pas du wokisme. Mais on a quand même un Donald Trump qui va à des manifestations d'extrême droite et qui nous dit, oh bah après tout, ce sont des gens plutôt sympathiques. On a un Donald Trump qui va voir des donateurs juifs qui dit, bah je sais que vous les juifs, c'est vous qui avez l'argent. On a un Donald Trump qui est très volatile et à qui on ne peut pas vraiment faire confiance à 100%. Et donc, on se retrouve aujourd'hui coincé entre un Donald Trump qui, si on me dit qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour Israël, c'est magnifique. 20 sur 20. Mais le potentiel que Donald Trump a de briser l'économie américaine, de faire des erreurs énormes dans ce qui est de la politique étrangère, nous empêche d'être avec Donald Trump à 100%. Parce que l'Amérique, c'est une pendule. Ça passe de droite, ça passe à gauche. Plus ça va à gauche et plus ça va à droite. Et alors, ce qu'on a peur ici, et on a vraiment tous, on se sent dans la même catégorie, on a peur que ça va vite 4 ans, on a peur que dans 3 ans et demi, on se retrouve avec la gauche américaine qui nous déteste
Et alors, ce qui nous fait encore plus peur, et ça je peux vous dire en tant que témoin, c'est ce qui se passe dans les universités. Je vois mes étudiants, c'est des étudiants en droit, ils ont peut-être moyenne d'âge de 27 ans. OK? J'ai été invité à la journée de Gaza. J'étais le seul juif. On leur apprenait la chose suivante. L'histoire commence pendant l'Empire ottoman. L'histoire commence avec 10 juifs en Eretz Israël. Et l'histoire commence avec les Britanniques qui amènent en fait les juifs sur leur dos, sur leurs épaules colonialistes. Nous n'avons aucun droit à Eretz Israël parce qu'elle nous a été donnée depuis des millénaires. C'est, je dirais pas des enfants, ces jeunes adultes vont grandir, vont graduer de ces universités. C'est la génération TikTok. Pour chaque vidéo qui est pro-Israël, il y en a 54 qui est contre. Ces gens-là vont devenir professeurs, vont aller au congrès, présidents de société, avocats. Si vous prenez le judaïsme américain aujourd'hui et dans 10 ans, je m'avancerai à dire que ça va être le début de la fin de cette galoute. Que les juifs de gauche vont continuer à être dilués parce qu'ils n'ont plus d'identité. Ils ne peuvent pas aller à la synagogue, ils ne savent pas comment être, et ils n'ont plus d'identité. Justice sociale, on les a rejetés. Nos juifs, comme on les connaît à l'Afrique, et je ne dis pas ça en négligeant les juifs de gauche, vont se replier sur les sociétés. Il va y avoir une alliée interne, comme il y a eu en France, et après on va se retrouver avec le dos au mur. On va avoir d'un côté un gouvernement hostile, parce que c'est obligé que ça arrive ici. Le trumpisme le trumpisme est passager. La montée de la gauche chez les jeunes, c'est le mouvement permanent. Le conflit qu'on a aujourd'hui avec la gauche va être amplifié par notre association avec Donald Trump. Les juifs trumpistes vont trinquer quand la gauche wokiste va revenir. Et ça, on ne peut pas y échapper. Ça a toujours été notre destin dans chaque galoute. Et malheureusement, je pense que la société américaine a tellement changé, elle va continuer tellement à changer, que nous allons être ses premières victimes. Donc, pour revenir à la première question, ça c'était beaucoup et je sais que j'ai plus le temps maintenant. Le wokisme, il y a un petit répit maintenant avec Donald Trump. Le wokisme est anti-juif. Nous sommes pas non seulement anti-juifs, nous sommes vraiment les plus mépris par les wokistes. Donald Trump, c'est un feu de paille qui ne peut pas arrêter la montée du wokisme. Le plus grand danger, c'est qu'en accrochant notre chariot à Donald Trump, on devienne encore plus haï des wokistes. Et quand lui rentrera dans son club de golf, nous serons tout seuls devant un président de gauche qui pourrait être aussi Alexandra Ocasio-Cortez, un type du genre Bernie Sanders, Razvé Shalom, des gens comme ça. Et donc pour moi, aujourd'hui, le judaïsme américain, c'est un judaïsme qui doit commencer à voir quelle est l'étape suivante. Où allons-nous partir? C'est un judaïsme qui devrait commencer vraiment en collaboration avec l'État d'Israël, à s'ouvrir à un exode de masse des États-Unis et à trouver des moyens de soutenir Médinat Israël d'une manière qui ne s'appuie pas sur l'économie américaine et sur l'histoire des Juifs américains. Je ne dis pas ça facilement, c'est un petit peu malheureux, mais dans 10 ans, si on fait ce zoom et qu'il y a un président du genre Bernie Sanders ou son fils, on sera là en train de parler de comment est-ce qu'on se sauve. Surtout qu'en Amérique, et je vais conclure avec ça, les choses vont très vite et les choses sont très puissantes. La montée d'antisémitisme qu'on a vécue dans les 18 derniers mois avant l'élection était effroyable, effroyable. Elle s'est arrêtée d'un coup parce que Donald Trump est fort et qu'il menace les universités. Mais quand Donald Trump partira, le retour du bâton va aussi être terrible. Donc pour moi, Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechalotenu, rien n'a changé. On va passer à Pessah et on va prier que Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Parce que je ne fais pas confiance à Donald Trump pour le faire. Et même s'il le fait pendant 3 4 ans, l'ennemi est là, il nous attend au tournant. Et malheureusement, le judaïsme américain est beaucoup plus fragile, malgré ces chiffres, que ce que l'on croit. Et notre avenir est en Eretz Israël. Voilà. Je m'excuse si c'était un petit peu. J'avais tellement de choses à dire, je me suis dit de quoi je vais parler. Donc, j'étais un petit peu stream of consciousness, comme on dit ici, mais j'espère que ça vous a été utile. Mais ça correspond parfaitement à ce qu'on souhaitait connaître. Merci beaucoup, cher Harry. Merci beaucoup. Euh, j'ai vu sur le chat que tu as donné la référence du film. Tu m'avais dit Ouais. ce film sur le 8 octobre, il paraît que c'est assez éprouvant et bon, chacun peut
prendre cette adresse et puis le voir Ouais. par ailleurs. Et alors, C'est si je peux me permettre, oui. ouais, ouais, pardon, de rajouter, c'est que pour vous montrer l'état d'esprit des Juifs américains, Hollywood est très juif. Personne ne voulait réaliser ce film. Personne. Deux femmes juives, Wendy Sachs et Deborah Messing, ont eu le courage de mettre leur argent pour le produire. Aucune des grandes maisons de production à Hollywood, aucun des juifs, personne, pas une personne. Il a été après laissé par AMC, c'est une chaîne de cinéma américain, pour une semaine. Ils ont dit pas plus. On a fait un travail de base pour amener les gens, et là, il a été renouvelé. On a passé 1 million de spectateurs, mais Oui. c'est parce que le judaïsme orthodoxe américain a poussé, je dirais pas une personne qui va à la synagogue orthodoxe qui n'a pas vu ce film. Et là, pour la première fois, maintenant, on peut le voir à la maison. Donc ça, non seulement illustre le danger qui nous attend, et regardez ce film, vous allez voir. Alors, c'est une lucidité, un constat lucide et froid, saisissant hein, que tu dresses, cher Harry. Parce que en France, on a l'impression que le mouvement woke euh, s'estompe un peu ou perd de sa vitalité. Je parle des universités françaises de sciences humaines, bien développées, mais peut-être un peu moins. On commence à voir la contre-réforme, enfin, des gens qui pensent que bon, tout ne passe pas par le wokisme, enfin, qui aimeraient bien pouvoir faire des études qui ne soient pas l'intersectionnalité ou le gender studies. Voilà. Alors que tu sembles dire qu'aux États-Unis, non, ça va continuer et flamber. Ouais, Donc, ce que fait Trump en ce moment est efficace, mais temporaire, si je résume. non, absolument. Mes Ouais. collègues disent 4 ans, ça passe vite. Oui, Ouais, oui, on parce attend. il a les midterms, il commence déjà à parler des midterms. Ah, Enfin, voilà. donc, et chaque. C'est- Alors, si vous avez des questions que vous souhaitez poser au professeur Afilalo, qui a cette double kippa d'enseignant dans une université américaine du New Jersey et puis en même temps président de communauté. Enfin, et quand tu assistes aux réunions, Harry, les gens savent qui tu es. Enfin, Oui, oui, absolument. ouais. Ouais. Donc tu peux parler et exposer ou c'est pas possible Non, d'exposer je le dessus? fais. Je le fais. Parce que les gens me connaissent depuis longtemps, donc c'est un petit peu difficile de. Mais par contre, je dirais qu'à New York, hein, on voit souvent l'antisémitisme dans la rue. Mon fils a peur de mettre la kippa. C'est plus comme c'était avant. Je ne parlerai pas librement dans le métro de sionisme, d'Israël. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ici, bon, je veux dire, les gens, les choses qu'ils me disent, j'aime pas du tout les entendre. Israël n'a pas le droit de vivre, colonialiste, etc. Mais enfin, on peut quand même échanger des idées, si on peut appeler ça un échange. Mais je suis lu- lucide, je sais pas, mais très pessimiste. Parce que ce qu'on a vécu est, disons, un petit feu maintenant. Mais il peut réexploser de la même manière qu'on ne s'attendait pas le 8 octobre, parce que le 8 octobre arrive. Toutes ces mines qui sont maintenant endormies un petit peu, elles sont prêtes à exploser. Elles sont prêtes à exploser. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais une question à te poser pour après Trump, le Parti républicain, est-ce qu'il y a des jeunes pousses, il y a des jeunes talents qui apparaissent et qui puissent prolonger son israélophilie? Euh, Très bonne question. Enfin, pour moi, je soutenais dans le Parti républicain l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, Nikki Haley, qui est Oui. plutôt Ah oui, républicaine traditionnelle, de droite, qui était vraiment formidable, exceptionnel. exceptionnelle. Le problème avec MAGA, donc Make America Great Again, Donald Trump, c'est qu'il y a un exceptionnalisme pour Israël. Le Parti républicain de Trump, c'est un parti isolationniste. Comme on a vu avec l'Ukraine, avec Oui. Zelensky, J.D. Vance, hein, donc l'héritier apparent de Trump, est contre toute intervention extérieure. C'est-à-dire que pour lui, ces guerres n'ont rien à voir avec les États-Unis. America first, l'argent ici, les troupes à l'intérieur. Et voilà, on fait les droits de douane, c'est la forteresse américaine, sauf pour Israël. Mais ça, c'est Trump. C'est pas J.D. Vance. J.D. Vance est forcé d'accepter ça parce que Trump lui impose. Trump a un instinct naturel, alors je sais pas d'où ça vient, mais pour lui, son instinct naturel, il est très sympathique. Il aime Israël. Et il comprend comment ça marche en Israël. Mais c'est pas l'idéologie
du Parti républicain qu'il est en train de façonner. Donc, quand Trump, alors Trump dit, bon, je vais peut-être me présenter une troisième fois, mais il aura quand même 82 ans. Donc, quand Mm. Trump part, son gouvernement, hein, oui, bien sûr qu'il y a Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères, très pro-Israël, etc. Mais l'idéologie de son gouvernement n'est pas nécessairement pro-Israël. Pas nécessairement pro-Israël. Donc, Trump, pour peu, alors ça, il y a numéro un. Numéro deux, pour peu que Trump veuille imposer quelque chose à Israël qu'on résiste, parce que Trump, il veut son prix Nobel. Ah, il faut donner un État aux Palestiniens pour qu'on puisse faire la paix normalisée avec l'Arabie Saoudite. Mais vous comprenez pas, on peut pas. Trump peut se retourner du jour au lendemain, comme il a fait avec Zelensky. Et après, il faut que soit on dise Amen, soit on perde les aides américaines. Donc, admettons que ça ne se passe pas, je pense quand même qu'il n'y a pas d'héritier aujourd'hui dans cette ligne de pensée MAGA qui pourrait être aussi pro-Israël que Trump. On ne peut qu'aller de l'arrière. Si on a J.D. Vance, on aura peut-être un gros problème. Parce qu'on aura, donc on sera bloqué encore plus entre une gauche qui est anti-Israël et une droite qui est anti-politique étrangère. Vous voyez, encore une fois, Trump, c'est un répit. Et les chrétiens, il y a des centaines de millions, si je ne dis pas de bêtises, de chrétiens pro-sionistes, euh, ou des dizaines de millions peut-être. Ou non, il y a une bonne centaine de millions d'évangélistes. Évangélistes, voilà. Et ceux-là, ils Ouais, vont pas être pro-israéliens plus. ils sont pro-Israël, mais je pense qu'ils sont pas. Bon, l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, lui, c'en est un évangéliste, mais ils ne sont pas aussi. Aujourd'hui, la base du Parti républicain, oui, les évangélistes, mais c'est surtout la classe ouvrière, les blancs du milieu des États-Unis, vous voyez, qui eux sont pas vraiment. Ça Mm. les intéresse pas trop. Ouais, Et en plus de ça, c'est que les évangélistes sont plus dans les États du Sud qui sont garantis aux républicains. Donc il y a toujours en Amérique des États clés pour savoir qui va gagner. Le Sud, l'Alabama, tout ça, où sont les évangélistes, on sait que les républicains vont les prendre. À qui il doit faire plaisir, c'est plutôt, on appelle ça la Rust Belt, c'est la ceinture la rouille. de la rouille, exactement. Ouais. Et les Et usines là, qui ont. Mm. ouais, voilà, voilà. Et là-bas, c'est plutôt le J.D. Vance, vous voyez? Ouais, d'accord. Donc, c'est- bon, espérons que j'ai tort. Mais pour moi, Bon, le wokisme et le trumpisme sont deux gros problèmes pour nous. ouais. Ah, Bon, moi, je pense qu'on a fait un tour assez bien détaillé de cette situation. Et mon cher Harry, nous te merci remercions. beaucoup. C'est moi qui vous Merci remercie. d'avoir pris du temps parce que tu es entre deux cours que tu donnes. Et Voilà. bon, ça a pu être réalisé. Chag Sameach Chag et Sameach, Chag Dar Kasher Sameach. V'Sameach. Nous Amen. allons Nous allons Amen. maintenant passer au deuxième temps, deuxième séquence de notre émission qui s'intitule Ce soir, on sort. Et j'ai proposé qu'on mette le petit panneau Ce soir, on sort et qu'en fait, on mette On sort d'Égypte. Parce que le docteur Eli Bodbol, il va nous parler en faisant référence à la Haggadah de Pessah, l'an prochain en terre d'Israël, enfin libre. Quel sens pour cette terre promise? Alors, on peut se poser la question de savoir quelles sont les bases et les caractéristiques de cet attachement essentiel, fondamental, intrinsèque à notre condition juive pour la terre d'Israël et de ce sionisme qui a été appelé sionisme avant le sionisme. On peut souligner la centralité d'Eretz Israël et de Jérusalem, d'ailleurs, dans tout notre rituel. À partir de quand est-ce que cette notion, cette centralité apparaît-elle? Au passage, on retiendra que Yerushalayim, le mot Yerushalayim n'apparaît pas du tout dans le Pentateuque, dans le Chumash, si ce n'est par allusion. Et le docteur Bodbol voulait et va développer la notion de terre sainte ou de terre de sainteté. Quel sens donner à cette notion de terre promise? Alors, on a fait appel au docteur Bodbol parce que c'est une personne qui a aussi plusieurs quipotes. Une première, il est docteur en médecine, il est Moël. Il est en même temps un savant talmudiste reconnu. Il assure de très nombreux shiurim sur la région Alsace, mais partout ailleurs également. Et je le remercie parce qu'il participe à ce que nous appelons Kiddush Assis régulièrement sur Strasbourg. Un conférencier et un écrivain assez prolixe. Et il a de nombreux, vous verrez sur Internet, de nombreux ouvrages. Au début, il centrait ses travaux sur l'éthique
médical. Il a continué à réfléchir là-dessus, mais il s'est également étendu à des essais sur la pensée juive, destin et vocation du peuple juif, les rendez-vous avec l'histoire juive, plus récemment à propos du Covid, Apocalypse et Renaissance. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours de réflexion et de rédaction. Mon cher Elie, tu as la parole. Merci Alain, merci au comité de la Grande Synagogue, merci à Arif Afilalo que je salue bien, bien fort, et à Saadia, ton frère que j'affectionne particulièrement, et à toute la communauté de ceux qui viennent nous faire l'honneur de participer à cette soirée. Alors j'ai pris un thème qui est peut-être bateau, la terre promise, mais auquel il faut donner une signification. Parce qu'on a beau dire les Shana Ba'a Berad Israël Ben Ahorin, dès le premier paragraphe de la Haggadah, nous opposons la servitude en Égypte à quoi? À des temps meilleurs. Et c'est quoi les temps meilleurs? Eh bien, en terre d'Israël, enfin libre. Et l'année prochaine, c'est-à-dire le plus vite possible. Que signifie la terre promise? Qu'est-ce que sous-entend cette expression? D'abord, bien sûr, la géographie. C'est la terre où les patriarches ont vécu. C'est la terre où les royaumes d'Israël se sont établis, où il y a eu le temple. Donc les moments glorieux de l'histoire juive, même s'ils étaient peu nombreux, moins d'un millénaire au total, sur 3800 années d'histoire, ça fait peu, ça fait à peu près le quart. Mais c'est quand même cette géographie où les fondations du peuple juif, les fondements du peuple juif et ses heures de gloire se sont établis dans cette région. Puis il y a la dimension politico-économique. Lorsque le Talmud veut parler des temps messianiques, il parle de cette dimension politique où le joug des nations cesse d'être un fardeau pour Israël, donc la liberté sur le plan politique, une autonomie, une indépendance, et également sur le plan économique, puisque c'est ainsi que Shemuel, dans le traité Sanhedrin 99b, décrit « Efes kiloyebecha evion » il n'y aura plus de pauvres. Autrement dit, chacun pourra assurer son épanouissement socio-économique et l'État au niveau politique. Et puis, bien sûr, la terre promise, c'est aussi sa dimension spirituelle. On appelle ça Eretz HaKodesh, tout comme on parle de Kitva HaKodesh pour parler de la Torah ou bien de Aaron HaKodesh lorsqu'on parle donc de l'Arche Sainte dans le Mishkan ou dans le Temple. On parle de Eretz Admat HaKodesh, c'est rapporté dans Zechariah dans le deuxième chapitre, mais aussi dans d'autres textes bibliques. Donc il y a une dimension géographique, dimension politico-économique et dimension spirituelle. Mais il ne suffit pas d'afficher cela, il faut encore entrer dans le vif du sujet et savoir quel est notre rapport véritable avec la terre. Eh bien, il faut aller à la genèse de ce rapport avec la terre. Lorsque Dieu parle enfin à Abraham à l'âge de 75 ans, alors qu'il y a eu déjà une quête existentielle, une recherche du sens, de la direction de l'existence humaine sur Terre, la première des choses que Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, la maison de ton père, ton pays, etc. Donc c'est l'exil. Première parole, exile-toi. Et deuxième parole, tu iras où? Ben, dans le pays que je t'indiquerai. Quel pays je vais t'indiquer? Il ne le lui dit pas. Abraham poursuit le périple qu'il avait entamé avec son père Terach. Il le poursuit. Il arrive en terre de Canaan. Et là, Dieu lui dit, eh ben, c'est cette terre justement que je vais te donner. Parcours-la en long et en large. Elle sera à toi et à ta descendance. Voilà un homme, Abraham, à l'âge mûr, 75 ans, qui a fait un parcours spirituel, existentiel, tellement exemplaire que Dieu lui adresse enfin la parole. Il le considère comme un partenaire fiable, contrairement à Trump. C'est un partenaire fiable. Dieu entame avec lui une parole. Il ne fait pas d'injonction. Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha. Il lui dit pas Tsav et Abraham. Il lui donne pas une injonction de quitter. Non, il lui parle comme la petite voix qui parle à Platon, qui lui dit écoute, tu as tout intérêt à partir. Lech lecha, pour toi. Et Abraham s'exécute et il part. Donc l'exil est là, c'était douloureux évidemment, on peut imaginer que ce n'est pas facile de quitter la Mésopotamie pour aller 1000 kilomètres plus loin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, voilà, cette terre elle est à toi. Mais enfin, bon Dieu, notre relation n'est pas d'ordre conquérante, commerciale, transactionnelle, notre relation est d'ordre spirituel. Enfin Dieu, tu ne vas pas t'adresser à moi pour des considérations qui sont d'ordre matériel ou d'ordre politique. Comment il faut donc entendre cette promesse de Dieu
de lui donner cette terre. Quand Dieu nous fait un cadeau, méfions-nous des cadeaux de Dieu. Hachem lo noten matanot, Hachem noten messimot. Hachem nous assigne des vocations, des engagements de notre part. Donc, quand il lui parle de la terre, n'entendez pas là quelque chose qui relève du territoire proprement parlé, quelque chose de l'ordre du politique, mais une assignation d'ordre moral et spirituel. Et d'ailleurs, comment peut-il en être autrement, puisque cette terre, il lui dit que ce sera seulement dans 400 ans. Or, il n'y a aucune urgence à parler à Abraham d'une terre qui lui reviendra dans 400 ans, alors même, comme Abraham va le dire avec Dieu avec véhémence, alors même qu'il n'a pas d'héritier. Il peut très bien attendre de faire cette promesse dans 3 ou 4 générations, dans 300 ou 400 ans. Pourquoi cette urgence de parler de la promesse de la terre alors qu'Abraham, à l'âge de 75 ans, et Sarah, à l'âge de 65 ans, est en droit d'attendre de la part de Dieu le don d'un enfant, d'un seul descendant, pour hériter précisément cette terre qu'il veut lui offrir sur un plateau d'argent. Autrement dit, il y a ici une volonté de qu'est-ce que Dieu veut signifier à Abraham en parlant immédiatement de la terre. Si ce n'est, c'est quoi posséder une terre? Pourquoi on veut posséder un appartement ou un quartier ou une ville ou un territoire? Pourquoi? C'est pour fonder un lieu, un foyer, un endroit où on peut se retrouver avec les siens, avec ceux qui voudraient partager les mêmes valeurs, en paix, qu'on se retrouve en paix et qu'on puisse partager des valeurs. Et ainsi, on va créer des liens de fraternité, de solidarité et peut-être même de communauté morale et spirituelle. C'est ce qu'Abraham d'ailleurs va faire en ouvrant sa tente aux 4 points cardinaux. Il va essayer de rencontrer des gens, de leur parler, et de voir quelles sont leurs préoccupations, puisqu'il est à la croisée des chemins. Eretz Kenan se trouve entre la Mésopotamie et l'Égypte, et donc l'Afrique. Et c'est ce qu'il va faire déjà à Haran. Il va essayer de constituer des âmes, c'est-à-dire une communauté de cœur et d'esprit, avec des gens qui sont très éloignés du monothéisme, puisqu'il est le seul monothéiste à cette époque. Il va se rallier à Eshkol Aneromavre, desquels on va parler dans le parasha de Lech Lecha. Il va également se rallier à la personne de Eliezer de Damesek, donc qui va être son intendant, et bien entendu, son neveu, puisqu'il a perdu son père, il va le rallier à lui, et ils vont constituer un embryon du futur peuple juif. Et pourquoi en terre de Canaan et pas à Haran? Parce que Canaan est le berceau de l'idolâtrie. Plus tard, lorsque Dieu nous dira qu'il ne faut surtout pas faire certaines choses et faire d'autres, il nous dit comme les mœurs du pays d'Égypte dans laquelle vous avez séjourné, et comme les mœurs du pays de Canaan dans lequel vous allez arriver, l'otasu, vous ne suivez pas leurs mœurs. Autrement dit, ce qu'il faut fuir absolument, c'est l'Égypte et Canaan. Et donc il vient en Canaan parce que c'est là où il doit faire ses preuves. C'est là où Avram, qui était de Haran, va devenir Avraham. Autrement dit, Avramon Goïm, le père spirituel d'une multitude de nations. Voilà ce que Abraham va incarner, va représenter par rapport à toutes les personnes qui vont le rencontrer. Et donc, lorsqu'il lui fait la promesse de la terre, c'est une manière de lui dire, essaye de créer un îlot moral et spirituel dans ce pays qui est à la dérive, qui est le pays de Canaan, où les fausses croyances idolâtres peuvent rivaliser avec celles de l'Égypte, où les mœurs de débauche et de violence sont aussi similaires à celles de l'Égypte. C'est là où tu dois faire tes preuves. Et c'est là où Abraham, effectivement, va faire ses preuves. Son nom de Abraham, donc de père spirituel, référent des nations, va être lié à la Brit Mila. Dans le même chapitre, Dieu lui donne ce nom de Abraham et en même temps lui dit de faire la Brit Mila et en même temps, il lui réitère la promesse de la terre. Comme si tout cela
aller ensemble. Quand on a dit ça, on a compris pourquoi Dieu a fait la promesse de la terre à Abraham. Mais on n'a pas encore dit ce que représente cette terre par rapport à d'autres nations. C'est vrai, c'est un foyer juif. On peut le nommer ainsi comme foyer juif. Mais on aurait pu faire ce foyer juif en Ouganda. Alors très bien, c'est en Canaan, passer le berceau de l'idolâtrie. D'accord, mais Haran était aussi le berceau de l'idolâtrie. Mais il y a peut-être une autre dimension en Eretz Canaan qui n'existait pas à Haran. C'est laquelle? Ben, on va découvrir cette autre dimension de l'enracinement dans la terre chez les Kénaanim à propos de ce chapitre très particulier où Abraham est devant Sarah qui vient de mourir à l'âge de 127 ans, il cherche un lieu pour l'inhumer et il s'adresse au Benechet. C'est le début de Chaye Sarah. Et sur tout un chapitre, la Torah va nous entretenir sur la négociation qui s'est déroulée entre Abraham et Benechet et puis Ephron. Et puis la conclusion de cette transaction. En quoi c'est intéressant? Ben, c'est le lexique de cette paracha qui est intéressant. Abraham est présenté par Benechet comme étant Nessi Elohim Ata Betochenu. Tu es un homme au-dessus de la mêlée. Tu es un homme d'une élévation morale et spirituelle qui nous impressionne. Nessi Elohim. Mais Abraham, comment il se désigne lui-même quand il se présente? Ger vetoshav anochi emachem. Je suis un étranger et un simple résident parmi vous. Autrement dit, je ne prétends pas à une propriété terrienne. Je vous demande une transaction pour pouvoir inhumer mon épouse. Je n'ai aucune prétention de conquérir ce pays, surtout pas. Alors que les Bénéchètes, comment ils sont désignés dans ce même chapitre, dans ce dialogue, comme étant Ha'aretz. Dans le sens usuel, Ha'aretz veut dire l'ignorant, mais au sens littéral, Amaretz, c'est le peuple de la terre. C'est le peuple dont le seul horizon, c'est la terre. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas l'horizon qui joint le ciel à la terre, c'est la terre, rien d'autre. C'est le peuple de la terre. Et comment s'appelle le prototype de cette terre? Celui qui est précisément l'homme qui va vendre cette terre, qui est sollicité pour vendre cette terre, Ephron. Ephron, c'est bien du mot afar. Le sableux, le terreux, c'est une momie, comme une émanation de la terre. Il n'a pas d'âme, cet homme. Il n'y a que la terre qui le constitue. Un petit peu comme la statue de celle de la femme de l'homme. Il n'est que terre lui-même. Comment s'appelle cet endroit où cette transaction se déroule, où Abraham souhaite acheter un terrain? D'ailleurs, il aurait pu l'enterrer à Beersheba, c'est là où elle est morte. Non, non, il vient à Hebron. Pourquoi il vient à Kiryat Arba? Et d'abord, on nous dit c'est Kiryat Arba, hi Hebron. Pourquoi elle s'appelle Kiryat Arba, la cité des quatre? Ben parce qu'il y avait les quatre géants. Et pourquoi les quatre géants se trouvaient là? Ben parce que les quatre géants, c'est la forteresse de ce pays. Cette ville, ce à quatre géants qui lui servent d'épouvantail, d'armes nucléaires de dissuasion pour que personne ne s'approche de cette terre. Mais Abraham, lorsqu'il acquiert ce caveau, et la Torah elle-même va nous dire Kiryat Arba, il Hebron. C'est quoi Hebron? C'est la havruta, c'est la camaraderie, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de rencontre. Autrement dit, la terre pour Abraham n'est pas une forteresse, c'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'expérience collective d'une communauté juive, quand il s'agit d'une communauté juive, qui veut, au-delà des synagogues, au-delà de ses foyers, au-delà de ses quartiers, au-delà de ses villes, avoir une expérience nationale de ce qu'est la judéité et le judaïsme. Mais comment, finalement, ce Héphron lâche la terre? Abraham met une grosse somme d'argent. Arba me'ot shekel kesef. 400 shekels. Mais comment on considère cette grosse somme? Ephron. Maï. Mais qu'est-ce qu'elle est? Effectivement, aucune somme d'argent, quelle que soit sa valeur, ne peut valoir la terre. Parce que la terre, c'est notre lieu de vie, c'est notre ancrage, c'est la patrie. C'est la patrie et il n'y a que ça pour nous. Vous avez le ciel et la terre, vous avez l'horizon qui lie le ciel et la terre, mais nous, on n'a que la terre. Et donc, il se il arrive à donner cette terre, à la vendre très cher,
mais avec de grands regrets, il est presque acculé à la vente, alors qu'en fait, c'était juste un caveau rocailleux dans lequel il devait enterrer ça. Et d'ailleurs, remarquons que les deux seuls territoires que le peuple juif a acquis par transaction, c'est ce Hebron qui nous est contesté, et c'est le terrain sur lequel est bâti le Beth Amikdash, puisque David Amelech a tenu à payer avec une somme dont la Torah elle-même parle, en donnant, je crois que c'était 20 kesef ou quelque chose de ce genre, qu'il a acquis ça de Aravna Yeboussi, alors qu'Aravna voulait le lui offrir. Il dit non, je vais l'acquérir. Et ces deux acquisitions, une fois celle-là déjà par Abraham, pour marquer le terrain de ce qui va être le lieu de la promesse divine. Et plus tard, David Ameller, il veut l'acquérir pour dire, ces lieux sont à nous, Dieu, tu pourras toujours reprendre la terre parce qu'elle est à toi, mais ça, nous avons un attachement particulier. Ce sont les Havot qui vont être entrés après Sarah, il y aura tous les Havot, et puis il y aura bien sûr le Beth Amikdash. Mais alors, une fois ce puzzle établi. Une fois que la Torah, sur tout un chapitre, plus d'une vingtaine de versets, nous a montré quelle est la nature de la relation des nations, et en particulier de Canaan à la terre, et la nature de la relation que nous devons avoir avec la terre, Ger Vetoshav, ben ce Ger Vetoshav, Dieu va le reprendre dans Parashat Ve'ar en nous disant, lorsqu'il nous fait l'injonction de la Shemitah, de l'aîné sabbatique, donc du repos de la terre, il va nous dire qui guérit vetoshavim atem imadi. Autrement dit, il a beau nous donner la terre, mais ces clauses suspensives et restrictives, restrictives, c'est l'année de la Shemitah, où pendant une année, on ne va pas travailler et on ne va pas semer, et donc l'année d'après non plus, elle ne va rien donner puisqu'on ne va pas semer, et Dieu nous dit, voilà, la sixième année, je donnerai ma bénédiction pour qu'elle produise pour 3 années. Autrement dit, ne vous fiez pas à la terre pour vous apporter votre suffisance alimentaire. D'ailleurs, vous allez cesser de la travailler pendant une année et c'est ma bénédiction qui viendra. Autrement dit, cette terre vit sous le signe de la transcendance, ce qui va être dit explicitement dans Parashat Ekev, dans le chapitre 11, je crois, verset 11, où il dit les yeux de Hachem sont rivés sur cette terre du début à la fin de l'année. Autrement dit, cette terre vit sous le signe de la transcendance, un peu comme était le peuple juif dans le désert et qu'il subsistait par la manne céleste. Et donc, on va nous dire également quelque chose de terrible. Pas simplement que cette terre appartient à Dieu, que nous sommes que des dépositaires de cette terre, etc. Mais la Torah va nous dire clairement, il ne faut pas que cette terre vous vomisse comme elle a vomi vos prédécesseurs, les Kénaanim. Autrement dit, il n'y a pas du tout de traitement de faveur. Au contraire, le prophète Amos va dire dans le chapitre 3, c'est parce que Dieu vous a choisi qu'il vous demande des comptes à vous et pas aux autres. Autrement dit, du premier de la classe, on attend qu'il soit toujours au niveau de ce qu'on attend de lui, mais pas des autres. Et pour conclure, je dirais que l'idée même de propriété n'a jamais été dite à propos de la terre d'Israël. Chaque fois, on nous dit la Haaretz Asher Ani Noten Lachem, la terre que je vous donne. Je vous donne, ça veut dire que c'est une donation. Or, une donation, vous savez qu'il existe le concept de matana, almenat, larzir, un cadeau, mais pour un certain temps. Et après, tu me le rends. Et Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Si vous n'obéissez pas aux lois agricoles, à la Shemitah, si vous comportez mal comme vos prédécesseurs avec des mœurs et des croyances complètement déconnectées de la vérité, ben, vous subirez le même traitement que. Et d'ailleurs, la notion de propriété, est-ce que le verbe avoir existe en hébreu? Il n'existe pas. Quand on veut dire j'ai quelque chose, on dit yesh li. Il y a quelque chose pour moi. Autrement dit, j'ai une relation privilégiée avec cet objet, mais pas plus que cela. J'ai une responsabilité par rapport à cet objet. C'est moi qui dois m'enquérir de son usage, et voilà, etc. Mais rien de plus. Et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Eretz HaKodesh est le camp qui te fait à Kodesh. Vous savez qu'un Sefer Torah qui a été écrit par un idolâtre ou par un hérétique, ou on le brûle dans un cas, ou on le met dans la gnisa dans l'autre. Pourtant, il a été écrit dans les règles. Oui,
Mais ce n'est pas l'objet qui est kadosh, c'est la relation qu'on entretient avec cette terre ou avec ce livre qui fait qu'il est kadosh. C'est pour ça que jamais vous verrez dans la Torah terre sainte. Ça n'existait pas Eretz Hakdosha. Vous verrez Admat HaKodesh. Comme on dit, Kitve HaKodesh, Kele HaKodesh, Aaron HaKodesh. Il y a un rapport de sainteté. Mais si ce rapport n'est pas saint, ben, la terre d'Israël, non seulement elle va nous échapper, mais malheureusement, vous connaissez la liste des malédictions terribles qui sont notées. Ces malédictions ne sont pas là pour nous dissuader de fauter. Elles sont là pour nous donner le degré de gravité de notre défaillance lorsque nous ne nous répondons pas présents à ce contrat qui a été fait avec nous au Sinaï et plus tard en terre d'Israël. C'est ça la terre promise. Merci beaucoup, mon cher Elie. C'est une belle définition, mais alors exigeante, de cette terre qui ne vit que sous le signe de la transcendance. On a envie de penser que s'il n'y a pas de transcendance, s'il n'y a pas d'appel à cette vocation, on n'a pas de droit de propriété, entre guillemets, parce qu'il nous a dit qu'on n'était pas propriétaire, enfin, pas de droit à donation. Alors, est-ce que c'est la loi du tout ou rien, hein, ou est-ce qu'il y a une progression, une voie en progression de sainteté, où il faut 100% le certifier par le Hercher, ou est-ce qu'on admet qu'il y ait une progressivité? Alors, c'est la notion de progrès qu'il faut retenir. C'est la dynamique. Ne pas rester figé. Si ce Pessar de cette année ressemble à celui de l'année dernière, c'est un Pessar gâché. Il faut qu'il y ait chaque fois du progrès. D'un Shabbat à l'autre, il faut qu'il y ait du progrès. D'un jour à l'autre, il faut qu'il y ait du progrès. Si nous restons figés, routiniers de ce que nous avons appris sans progresser, nous devenons des fossiles, des dinosaures, et puis la modernité nous échappe. Il faut vivre avec son temps et contre son temps. Avec son temps, parce qu'on a parlé de wokisme tout à l'heure, il faut savoir ce qui se passe dans le monde, comment le monde évolue, mais en même temps contre son temps. Mais pour vivre contre son temps, ce n'est pas une opposition de principe, c'est une opposition réfléchie. Pourquoi nous devons faire autre chose que les autres? Quels sont les motifs? C'est pourquoi il faut revenir au texte. Vous avez vu que je me suis appuyé chaque fois sur le texte. C'est le texte qui doit nous parler. C'est nous qui devons le faire parler. C'est nous qui devons lui insuffler cette âme. Et pour revenir à l'idée à la question de la sainteté, lorsque Jérémie dit au peuple qu'il va s'exiler, en même temps, il va lui dire, ça sera 70 années d'exil avant même qu'il ne s'exile, il leur donne le nombre d'années. Pourquoi? Parce que les 70 années correspondent aux 70 Shemitot qu'ils ont manqué pendant les 490 années où le royaume d'Israël était établi en Israël. Donc vous voyez, c'est la Torah elle-même qui dit, vous n'observez pas la Shemitah, vous ne voulez pas reconnaître que cette terre m'appartient, ben je vais vous exiler et vous verrez que cette terre m'appartient. Et c'est moi qui déciderai alors de vous faire revenir pour vous donner de nouveau une chance supplémentaire. La deuxième chance, c'était le deuxième temple. Maintenant, nous sommes déjà à la troisième chance qui nous est donnée. Et c'est pour ça que les Shena Ba'a Berad d'Israël, et aussi avec Beta Bechira. Mais avec un Beta Bechira, c'est un lieu d'élection. Le Beta Migdash, c'est un lieu de sainteté. Migdash, c'est la sainteté. C'est pas Mishkan, c'est Migdash, Beta Migdash. Mais c'est aussi Beta Bechira, le lieu que nous avons choisi pour nous rencontrer et que Dieu a choisi pour révéler sa présence. Et c'est ça ce qu'il faut rechercher, je crois, à travers toutes les mitzvot que nous pratiquons et à travers toutes les études que nous faisons. Quelle est la plus-value d'être juif? En quoi nos textes, en quoi notre pratique nous apporte quelque chose de supplémentaire par rapport aux nations qui nous entourent? Merci. Merci, c'est une source d'inspiration féconde. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser au docteur Botbol? Alors, il interviendra dans les Shabbatot à venir sur un autre thème qui sera celui de la cacheroute. Mais ça, c'est sur Strasbourg et Salle Hirschler. Mais je vous remercie alors mon cher Élie de cette présentation et on peut passer à la troisième séquence à table ce soir, à table. C'est en fait une vidéo qui a été réalisée par notre ami Sami Netter, mise en forme par Anne-Sophie Stockbauer, et qui permet en 8 minutes de résumer le travail de plusieurs dizaines de minutes, vous l'imaginez bien,
sur une recette saumon à peine cuit que Claudine Agege a bien voulu prendre le soin de réaliser pour nous. Claudine Agege est une bénévole souriante, je dirais, de notre communauté et elle est régulièrement au service pour aider pour de nombreuses actions. Et là, c'était pour montrer comment réaliser ce saumon. Alors, pour les communautés qui clignotent, c'est bon, puisque ça fait appel à un peu de moutarde dans la recette. Et les autres, ben, on pourra le faire avant ou après Pessah, sans aucun souci, mais c'est une forme assez originale de réalisation. Alors, Samy, on peut passer la vidéo et puis Claudine pourra répondre à vos questions, remarques secondairement. Samy. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous reçois dans ma cuisine pour des recettes plutôt printanières. Pour commencer, nous allons faire un saumon tout juste cuit, le plus simple du monde. J'ai acheté ce matin au marché une queue de saumon extraordinaire. Je vais donc la rincer comme il se doit. J'ai laissé la peau du côté, peau. Pourquoi la queue de saumon? Parce que dans ma recette, il faut que ça rentre dans le Tupperware rectangulaire et que tout cuise. Vous rincez votre saumon, vous le mettez dans le plat. Maintenant, on va préparer de l'eau hyper chaude, environ 1 litre d'eau, que je vais assaisonner avec quelques grains de poivre. Là, je prends du poivre noir, mais vous pouvez prendre du poivre concassé, du poivre blanc, comme vous voulez. Une quantité de sel. Du citron. Alors, j'ai plutôt tendance à prendre du jus de citron pour la cuisson et du citron frais après pour la décoration du plat. Donc, vous citronnez votre eau à volonté. Une fois que ça vous semble suffisant, vous mettez le tout à bouillir. Alors, cette recette est extraordinaire de simplicité et en plus, c'est à peu près 0 calories. Donc, vive le printemps! Pendant que l'eau va bouillir, je vais vous présenter la suite, c'est-à-dire la salade de pommes de terre. Je viens de cuire des pommes de terre que j'ai cuites dans de l'eau, mais en les épluchant d'abord. Il y a 2 solutions. Soit vous les épluchez et vous pourrez vous servir de l'eau de cuisson, soit vous les épluchez pas et c'est plus compliqué après de vous servir de l'eau de cuisson parce qu'elle sera moins transparente et moins fraîche. Alors, les pommes de terre, vous pouvez prendre 1 kg de pommes de terre, la qualité que vous voulez. Là, j'ai pris les pommes de terre que j'ai aussi trouvées chez le paysan au marché. Et donc, elles sont cuites juste vapeur. Et je vais les découper. Dans les ingrédients, j'ai marqué environ 1 kg de pommes de terre pour environ 3 œufs durs. Maintenant, je vais faire la même chose avec les œufs. Je recommence les pommes de terre. Elles sont encore tièdes. C'est important pour moi parce que la salade de pommes de terre, je la préfère toujours tiède que froide. Également, là, je ne voulais pas faire de différence. Donc vous avez 3 sortes de cornichons. Vous pouvez prendre des cornichons molosol grand modèle si vous le souhaitez, des cornichons moyen modèle si vous le souhaitez. Voilà, soit vous prenez 2 gros, soit 3 plus petits, soit une douzaine de tout petits si vous préférez les tout petits. Vous les rajoutez toujours en rondelles. Alors je préfère les gros cornichons parce qu'en fait ils sont plus moelleux. Les petits sont un petit peu plus secs et un peu plus salés. Quelques cornichons. Je finis
avec les pommes de terre. Le tout va nous prendre, tout le repas va nous prendre maximum 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir. Et c'est absolument délicieux. Nous allons avoir la sauce qui va donner tout le parfum à notre préparation. Une bonne rasade de moutarde en grains. Ensuite, de l'huile d'olive ou une autre si vous préférez une autre. On va dire 3 cuillères. Voilà. Ensuite, du vinaigre. Donc vous pouvez prendre du Melfort ou vous pouvez prendre du vinaigre blanc. Moi j'aime bien le vinaigre, donc je vais en mettre également 3 ou 4 cuillères. Vous rajoutez du sel, du poivre à volonté. Et la touche pour donner du goût, vous ne jetez jamais l'eau des cornichons parce que c'est une eau qui est aromatisée avec du salpêtre, des oignons et différentes épices. Vous rallongez la sauce vinaigrette avec à peu près la même quantité de jus de cornichon que d'huile. Vous remuez bien. Si vous en avez fait plus, vous pouvez garder cet assaisonnement pour la suite. Donc, il faut que cette pomme de terre s'habille bien de l'assaisonnement. Vous reprenez un petit peu d'eau de cuisson. C'est pour ça que j'ai épluché les pommes de terre pour pouvoir me servir de l'eau de cuisson. Vous en reprenez un petit peu, disons l'équivalent de 1/3 de la vinaigrette que vous avez fait. Et vous imbibez d'eau de cuisson encore chaude votre salade de pommes de terre. Vous la remuez. Vous la couvrez. Et vous la laissez reposer. Donc on a 3 cuillères d'huile en tout, 1 kg de pommes de terre, 3 œufs, des cornichons à volonté et une sauce qui est faite avec la moutarde et de l'huile à votre convenance, du vinaigre, mais surtout n'oubliez pas de récupérer l'eau des cornichons pour allonger la sauce. Donc ça sera diététiquement bon en plus. Pendant ce temps-là, notre eau est partie à ébullition. Nous allons verser tout doucement l'eau vraiment bouillante sur le saumon jusqu'à le recouvrir entièrement. On prend le plat, on le ferme avec un couvercle qui ferme extrêmement bien. On le laisse, on ne le touche plus. Quand ça sera froid, votre saumon sera cuit et moelleux à souhait. Après, on le sortira délicatement, on le mettra sur un joli plat et on le décorera avec des citrons et divers crudités pour que ça soit très appétissant. On met en appétit avec cette recette. On a mis le saumon en place. Samy, pas saumon, Samy, vous Oui. avez vous-même fait ça. Alors, comment ça s'est passé, le tournage? Bah écoute, le tournage s'est super bien passé. J'ai pas eu à faire des tonnes de prises et de reprises. Claudine qui nous écoute, je suis sûr, eh bien, elle avait tout le talent pour pouvoir être assez pédagogue Ouais, et, c'est vrai. et pouvoir. Ben, je crois qu'elle est là d'ailleurs. Oui, elle Et peut mettre l'image si elle veut, voilà, si elle veut nous la mettre à l'image. vidéo. Oui, Voilà, Claudine, oui, Claudine, on t'écoute. oui. Alors, je sais pas si On la t'écoute. caméra va marcher. En tout cas, j'étais très contente de recevoir Samy Netter et de vous expliquer mon saumon. Il est le plus facile du monde à faire
et il se mange dans les quelques heures qui ont suivi les manœuvres que vous venez de voir. La salade de pommes de terre, je préfère, elle, ne pas la mettre au frigo. Donc, sachez-le, à mon avis, c'est meilleur et c'est plus digeste. Mais c'est un vrai festin pour peu de calories et beaucoup de plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Claudine. Elle m'a fait un accueil formidable, bien sûr, comme d'habitude. Et, euh, et c'était super. Une belle soirée. Et puis Merci à toi. c'est simple dans le principe, Claudine. Oui, Et il y a le tupperware magique là, où on met le morceau de saumon. Alors, oui. une question. Tu insistais sur la queue de saumon, etc., mais on peut prendre des pavés de saumon, quoi. Oui, mais s'ils sont épais, ils vont pas arriver à cuire. Donc, si tu prends des pavés de saumon, il faut les couper relativement fins et les mettre à place dans ton Tupperware. Parce que la partie la plus épaisse du filet a franchement du mal à être plus saisie. Elle reste très rosée. Alors, j'aime bien, mais tout le monde n'aimera pas. Mais donc, Ouais. si on prend des darnes, on les prend, ou des filets, on les prend très plus Ouais, pas fins. trop épais. Ouais, genre 1,5 cm, 2 cm, pas plus. Mais Très bien. si vous voulez chauffer, vous pouvez prendre la couverture de la Dafina, vous mettez ça là-dessus et ça gardera plus longtemps la chaleur et donc votre saumon sera plus cuit, par exemple. Et la salade, tu peux la faire comme on veut, en fait. T'es pas de terre. Tu peux mettre Ouais. des Elle est légumes. meilleure le lendemain, elle est Ouais. bonne le jour même. Mais moi je l'aime pas au frigo, comme j'ai dit, mais elle embaume le lendemain encore mieux. Qu'est-ce que tu prends comme pomme de terre? Qu'est-ce que tu recommandes? Je prends toujours ce que je trouve quand je fais les courses. Oui, mais il y a toujours quatre, cinq sortes. Alors, c'est des Rosewool, toutes sortes de rondes, de grosses, de roses. Bon, Tu on n'as peut le pas de faire. préférence. Non, j'ai pas de préférence. On peut le faire aussi bien avec des râtes qu'avec des pommes de terre de consommation courante. Donc, c'est D'accord. comme vous aimez. OK. Des capres? Tu mets pas des capres dedans dans ta petite sauce? Pas pour l'instant, pas dans la recette primaire, mais vous pourrez tous l'enrichir et la mettre à votre goût, bien Ouais. sûr. Ah ouais, bien sûr. Ça a l'air très appétissant. Puis assez séduisant parce que c'est simple à faire. Écoute, on t'engage pour d'autres recettes, alors Claudine, si tu veux bien. D'accord, je veux bien. En salé, je veux bien. En sucré, peut-être pas. Ben, c'est bon. Là, c'est Pessard, Chameau approche, je sais pas, réfléchis. Bien. On va Est-ce que vous trouver. avez, est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à Madame Agege, Claudine Agege? Ben, il me reste alors à vous remercier, Claudine, Samy, parce que vous avez réalisé ça, puis vous tous qui nous regardez, qui nous regarderez sur le YouTube, la chaîne YouTube. Euh, ouais. Et donc, je vais juste terminer pour dire que notre prochain Zoom à Chichi, le numéro 5, est fixé au jeudi 1er mai à 19 heures. C'est Yom Ha'atzmaut. Mais il fera encore jour et donc je pense que les festivités auront lieu après la tombée de la nuit, après que nous ayons terminé notre Zoom à Chichi, avec toute l'équipe, avec le rabbin Sami Neter, avec les membres du comité. Nous vous souhaitons Pessar Kasher et Sameach, et comme on dit en Alsace, Bauer Gut, et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. À bientôt, au revoir.